Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Cardio Online au JESFC 2019 et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Hermida d'Amiens pour nous parler du syndrome de Brugada en pratique clinique. C'est une pathologie qui est finalement rare. Est-ce que pour que tout le monde démarre dans de bonnes conditions, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement quels sont les points clés à connaître pour appréhender cette pathologie? Alors, essentiellement, actuellement, on se base, étant donné que le diagnostic est assez difficile, sur un score qui est établi depuis 2017, qu'on appelle le score de Shanghai, qui fait suite à une conférence de consensus qui s'est tenue dans cette ville et qui permet de définir un certain nombre de points en fonction des affections que l'on retrouve chez les patients, soit au plan électrocardiographique, premier point extrêmement important, soit au plan clinique, des événements qu'ils ont pu faire, soit enfin au plan familial et notamment s'il y a eu des morts subites dans la famille et dans quelles conditions. Donc en établissant un cadre rationnel sur ces items diagnostiques, on arrive à attribuer un certain nombre de points qui permettent de définir donc avec pratiquement une certitude les patients porteurs. Et ce score permet aussi d'avoir une idée pronostique car ceux qui sont qui ont le score le plus élevé, au-dessus de 4 par exemple, et sont ceux qui vont faire les événements rythmiques dans le futur. D'accord. Et donc, vous parlez de ce score, on a souvent l'habitude de parler de Brugada de type 1, 2 et 3. Est-ce que justement il y a une dichotomisation à l'intérieur de ce score? Est-ce que le type 1 par exemple apporte plus de points qu'un autre? Est-ce que ça a un impact justement? Oui, vous avez parfaitement raison. Le type 1 spontané est celui qui est le plus grave et qui apporte le plus de points. Il y a le type 1 uniquement survenant au moment de la fièvre qui apporte un peu moins de points et le type 1 qui apparaît uniquement au moment où on va faire un test avec les bloqueurs des canaux sodiques rapporte encore un peu moins de points. Et donc c'est un élément fondamental, l'aspect électrocardiographique. D'accord, très bien. Et une fois qu'il y a justement ce score, on se pose souvent la question en pratique clinique quotidienne de la prise en charge de ces patients et au-delà du patient qui a un Brugada, de la prise en charge de sa famille. Ça, ce sont vraiment des questions d'actualité, notamment chez des patients où au contraire, on va découvrir de façon un peu fortuite ce syndrome électrocardiographique chez quelqu'un qui se plaint de rien. Qu'en pensez-vous ? Alors au niveau du risque, donc il y a deux questions en quelque sorte dans ce que vous venez de dire. La première question, c'est stratifier le risque. On a l'habitude de séparer trois grands groupes de patients. Ceux qui ont déjà fait des troubles du rythme graves et qui doivent recevoir un défibrillateur, ceux qui ont fait des syncopes, c'est à peu près 30% des patients dans les séries, et ceux qui sont asymptomatiques, et eux c'est à peu près 65% des patients dans les séries. Les deux derniers groupes, on les stratifie pour ceux qui ont fait des syncopes sur le caractère de la syncope, qui est présumée rythmique ou pas. Et on définit une syncope présumée rythmique quand elle survient sans aucun prodrome, quand elle a une durée brève, quand elle survient en l'absence de circonstances particulières qui pourraient évoquer un syndrome vasovagal et quand il y a un réveil très rapide, de type Stock-Adams. Mais ces patients-là sont ceux-là qui sont à risque. Les autres, ceux qui ont des syncopes atypiques, ne font quasiment pas d'événements dans le suivi. D'où l'intérêt de l'interrogatoire qui est justement fondamental, beaucoup plus que l'examen clinique ou autre chez ces patients. Donc il faudra évidemment être très vigilant, j'imagine, chez ces patients pour vraiment les interroger en détail pour essayer de bien comprendre s'il y a syncope typique ou non. Il y a deux études qui prouvent que le fait d'avoir une syncope présumée rythmique, ça identifie les patients à risque. Très bien. Et l'autre groupe, voilà. C'est les patients asymptomatiques. Là aussi, il y a un premier niveau de stratification assez importante, qui est très importante. C'est ce que vous avez dit sur l'électrocardiogramme, avec un simple électrocardiogramme de surface. Soit vous avez un aspect de type 1 spontané, et alors là, vous êtes plus à risque que si vous avez un type 1 uniquement induit par les drogues. Si vous avez un type 1 spontané, le risque est de à peu près 0,8% d'événements par an. Et si c'est un Brugada induit par les drogues, le risque est 2 fois plus bas
il est à 0,35%. Il y a quelques études qui essayent de stratifier encore dans ce petit taux résiduel qui est encore trop gros, taux résiduel d'événements rythmiques, mais les résultats ne font pas consensus. Et ce que l'on sait, c'est que ces patients, il faut surtout les surveiller, leur proposer dans la vie de tous les jours un certain nombre de précautions, comme ne pas prendre des médicaments qui sont connus pour augmenter le sus-décalage du segment ST, ne pas prendre d'alcool, ne pas prendre de cocaïne et traiter tous les éléments, tous les épisodes fébriles de façon assez vigoureuse. D'accord. Et justement, est-ce que vous conseillez un suivi particulier pour ce genre de population, holter implantable ou autre système de surveillance chez des patients chez qui on a parfois des doutes ou chez qui le risque rythmique plane un peu Oui. Je pense que c'est un des éléments du futur, le holter implantable avec le corollaire de la télécardiologie, ce qui veut dire un centre de télécardiologie organisé pour pouvoir bien lire en temps quasiment réel les alertes qui vont pouvoir arriver au centre ou les messages qui seront transmis par le patient. Et je pense que dans le futur, avec les outils connectés qui sont en train de se développer, on va pouvoir avancer dans ce type de surveillance des patients avec des systèmes peut-être plus simples que le holter implantable qui est quand même limité en durée. Oui, oui. Donc quand vous avez un appareil qui dure 3 ans, est-ce qu'au bout de 3 ans on en remet un? Je pense que à ce niveau-là, il va y avoir, enfin j'espère, des avancées grâce à la technologie. D'accord. Et j'imagine qu'il y a eu des registres sur les défibrillateurs déjà implantés chez des patients chez qui on suspectait des Brugada. Est-ce qu'on se rend compte que justement dans leur suivi, eh bien, ces défibrillateurs ils servent ou au contraire, est-ce qu'on se rend compte qu'on a implanté beaucoup de défibrillateurs un peu pour rien et donc d'où l'intérêt justement de cette stratification vraiment précise et qui doit être faite par des centres experts? Ce sont ces registres qui ont permis d'aboutir à la conférence de consensus dont je vous parlais et qui ont montré que finalement il y avait plus d'effets latéraux indésirables, des chocs inappropriés, des ruptures d'électrodes, des infections chez les patients et que c'était délétère finalement et ça apportait peu de choses à ces patients que de leur mettre un défibrillateur aux patients asymptomatiques. Oui, bien sûr. Hein, bien sûr. Parce que les autres, c'est une indication, vu que le taux de récidive est élevé, très importante. Voilà. Enfin, il y avait le dernier point, celui des enquêtes familiales. Alors c'est un point difficile. Je pense que pour les apparenter au premier degré, il faut au moins faire un électrocardiogramme 12 dérivations pour voir s'ils ont un aspect spontané de type 1. Pour ceux qui auraient fait une syncope présumée rythmique dans la famille, ça peut se trouver. Il faut aussi faire des investigations en incluant le test à l'âge maligne, le test au bloqueur des canaux sodiques ou à la flécaïne. Et pour ceux qui sont totalement asymptomatiques, c'est là qu'il y a une difficulté, peut-être une discussion à avoir. Il faut leur indiquer qu'il existe un test que l'on peut faire, qui pourra peut-être les détecter. On en détecte à peu près un tiers des patients, mais que ce test va donc les identifier comme faiblement à risque et que ce test lui-même comprend un certain risque qui est à peu près équivalent au risque qu'il permet de détecter. Donc c'est une discussion, c'est plus une information, et d'autant qu'il y aura un impact psychosocial à la fois d'être détecté, mais à la fois de ne pas l'être détecté, et un impact social au niveau, si on pense par exemple aux emprunts que doivent faire les plus jeunes pour se loger, pour autre chose, ils pourront avoir des difficultés s'ils ont été détectés alors que leur risque est très faible. Eh bien, je vous remercie pour cette interview. J'espère que vous avez pu en comprendre et en savoir un peu plus sur le syndrome de Brugada. Merci à vous. Merci.